Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire de Guide. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'histoire du tatouage autour du globe et on va s'attaquer à l'Europe. À votre avis, de combien d'années date la plus ancienne preuve de la pratique du tatouage en Europe ? 1000 ans, 2000 ans, non, raté, 5000 ans. On a retrouvé pas moins de 67 tatouages sur le corps d'Odzi. Oula, pas cet Odzi là, plutôt celui-ci. L'homme des glaces, retrouvé en 1991 dans les montagnes entre l'Autriche et l'Italie. Ces tatouages n'ont pas été faits avec une aiguille, mais à partir de fines incisions recouvertes de lignes et de croix. 2000 ans après notre homme des glaces, certains Celtes arborent à leur tour des marques sur le corps. Les Romains vont d'ailleurs baptiser certains peuples en s'inspirant de l'aspect de leur corps. Les Pictes par exemple, qui est un mot venant du latin pictura, voulant dire peinture dans un premier temps. À part les Pictes, on retrouve aussi les Germains à la fin du 1er siècle qui se tatouaient un Y sur le front, tandis que leurs voisins saxons étaient plutôt amateurs de la lettre I. Et puis la religion arriva. En 313, l'empereur romain Constantin interdit de se tatouer le visage pour ne point flétrir cette partie du corps faite à l'image de la beauté céleste. La pratique est complètement interdite en 787 car elle est considérée comme païenne. Par contre, c'est tout à fait possible de se faire une marque en l'honneur de Dieu. Par exemple, en Orient, les nouveaux convertis décorent leur corps de croix ou de poissons. À partir du XIe siècle, sur le bras sera l'équivalent d'une sépulture chrétienne, ce qui devait motiver les volontaires à mourir loin de leur terre. Et puis il y a aussi la pratique du tatouage de pèlerinage qui se développe, faisant ainsi office de preuve. Mais prouver quoi au juste ? Eh bien qu'une certaine sentence a bien été appliquée, car en fait il s'agissait bien souvent d'un pèlerinage pénal pour échapper à l'excommunication. Dans la société civile, on utilise à nouveau un système de marquage judiciaire au XIVe siècle. En 1604, une ordonnance renforce les peines des déserteurs de l'armée royale, qui sont de plus en plus nombreux, et alors on devait leur couper le nez, les oreilles et marquer leurs joues au fer rouge de 2 fleurs de lys. En 1724, il y a une nouvelle législation qui entérine la pratique du marquage. Les 3 lettres G-A-L pour galère sont apposées sur l'épaule des rameurs. Un moyen sûr de repérer les récidivistes, me direz-vous. Le problème, c'est que ça compromet un peu le rachat des condamnés, donc vous imaginez bien que la méthode fait débat. En France, le marquage disparaît en 1832 du code pénal, chose que l'Angleterre avait déjà fait 3 ans auparavant. Mais le tatouage punitif reste en vigueur dans l'armée britannique et cette fois, c'est bien du tatouage d'une lettre sous l'aisselle dont il s'agit et non d'un marquage au fer. La pratique sera abolie par la reine Victoria en 1879. Le tatouage corporatiste se répand chez les ouvriers et les artisans. Dans le compagnonnage, c'est un rite de passage du statut d'apprenti à celui de compagnon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut bien se tatouer sur le bras ou la poitrine ? Les outils spécifiques à chaque métier. Le compas pour les ébénistes, une hache ou une scie pour les charpentiers, une truelle pour les maçons ou encore une équerre pour les tailleurs de pierre. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les expéditions scientifiques sont à la mode et c'est grâce à l'anglais James Cook qui effectue 3 séjours dans le Pacifique que l'on découvre le terme tattoo. Il en jette les bases lorsqu'il décrit une coutume que ses marins ont baptisée tattoo, du mot polynésien tatao qui veut dire frapper. Certains membres de l'équipage se laissent d'ailleurs séduire par l'expérience et ils reviennent des mers du Sud avec des souvenirs ancrés. Les motifs indigènes réalisés dans les îles laissent peu à peu place aux dessins figuratifs occidentaux piqués dans les arrière-salles des tavernes ou sur les quais des ports par des tatoueurs que l'on dira itinérants. Bon, au niveau de l'hygiène, il faut savoir que comme dans les pays anglo-saxons, le tatouage en France s'est d'abord développé chez les marins. Évidemment, l'hygiène sur un navire est réduite à son minimum et l'environnement est peu propice à la cicatrisation quand même. Mais que voulez-vous ? Il faut bien tuer le temps lors des longues traversées. Alors souvent, on demandait à un copain, sachant plus ou moins bien dessiner, d'endosser le rôle du tatoueur. 5 aiguilles au bout d'un manche de bois, de l'encre de Chine et un peu d'urine pour nettoyer tout ça suffisait à graver le souvenir désiré par le marin solitaire. Coucou petite perruche ici toi. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou quoi ? Vous l'avez compris, l'hygiène c'est un peu le cadet des soucis au début. Il y a d'ailleurs cet exemple frappant d'un tatoueur qui avait choisi comme instrument un bouchon sur lequel il avait planté plusieurs aiguilles. Il l'humectait avec sa salive en le mettant dans sa bouche, soi-disant pour que l'encre tienne mieux. Problème, le tatoueur était syphilitique et avait des plaques de muqueuse dans la bouche. Résultat, il a transmis la maladie à l'un de ses clients.
C'est en 1879 que David W. Purdy s'installe au nord de Londres, à Holloway, et ouvre une boutique dédiée au tatouage. Il est ensuite suivi de près par deux de ses concitoyens, Tom Riley et Sutherland MacDonald, qui s'entraînent d'abord sur les soldats et s'établissent ensuite à Londres également. Tom Riley, d'ailleurs, c'est le premier tatoueur européen à utiliser un dermographe, une machine à tatouer électrique. On le dit cousin ou neveu de Samuel O'Reilly, qui a été le premier à avoir breveté une machine à New York en 1891, ça peut donner un petit coup de pouce quand même. Au 19e siècle, l'Europe est divisée en deux écoles de tatouage. D'un côté, vous aviez les pays anglo-saxons où la pratique avait pignon sur rue et qui était majoritairement destinée aux marins, comme on le disait, et de l'autre, vous aviez les pays latins où le tatouage était plutôt associé aux voyous et aux clandestins. Avec la Première Guerre mondiale, les studios fleurissent littéralement en Allemagne, en Angleterre et au Danemark. Dans les années 20, l'un des plus célèbres tatoueurs au monde démarre son activité. Il s'agit de l'Allemand Christian Varli, que l'on surnommait le roi des tatoueurs. Et après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Anglais qui organisent pour la première fois une convention de tatouage en 1953. Les Skews fondent le Bristol Tattoo Club qui va réunir tatoueurs et tatoués. Et c'est à partir de ce moment que les pays latins s'y mettront également de manière un peu plus visible. En France, par exemple, c'est un certain Bruno qui se lance. Son beau-frère est tatoueur à Amsterdam sous le nom de Tattoo Peter, et tous les deux vont commencer à sillonner l'Allemagne dans un camion aménagé. Et en 1960, Bruno installe son camion à Paris, place Pigalle, avant d'ouvrir un studio 3 ans plus tard, rue Germain-Pilon. Ce sera le premier en France dédié au tatouage. Ces lieux se multiplient ensuite en Europe, mais il faut attendre les années 90 pour que le tatouage européen se démocratise et s'uniformise entre pays latins et anglo-saxons. Aujourd'hui, les tatoueurs européens s'accordent tous à dire que c'était une pratique extrêmement compliquée d'accès avant les années 90. Pas de formation, ni d'apprentissage, on est vraiment obligé de s'accrocher pour aller jusqu'au bout de son idée à cette époque. Il faut regarder l'autre pour apprendre, mais personne sera là pour vous tendre la main. Il n'y a pas de documentation spécifique, pas de magazine, pas de livres, et finalement peu de tatoueurs dans les années 80. En fait, il faut attendre les années 2000 pour qu'il y ait quelques réglementations qui voient le jour. Par exemple, en 2003, le SNAT est co-créé par le fameux tatoueur Tintin, qui souhaite défendre l'idée que le tatoueur est un artiste et il veut donc qu'il soit reconnu comme tel. En 2009, Nelson Dominguez crée l'école française de tatouage. Il avait lui-même appris le métier de manière autodidacte avant de démarcher différents salons de tatouage qui, par manque de temps ou d'envie de transmettre, ne lui avaient pas ouvert leurs portes. Et face à la demande croissante de personnes désireuses d'être formées à l'art du tatouage, il a développé une méthodologie et des outils pédagogiques pour transmettre ce savoir. Actuellement, beaucoup d'événements s'organisent en Europe autour de cette thématique, ce qui participe évidemment à la notion d'acceptation de la pratique en tant qu'art. On peut citer par exemple la création du Amsterdam Tattoo Museum en 2011 par Henk Schiffmacher, l'exposition Tatoueur tatoué du musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris en 2015 et bien sûr les différentes conventions dont l'énormissime mondial du tatouage qui devrait fêter son 10e anniversaire en octobre 2020 sous la houlette de Tintin. Ne serait-ce d'ailleurs pas l'occasion de découvrir les artistes contemporains en buvant une petite bière sur quelques rythmes endiablés. D'ici là, j'espère que cette vidéo sur l'histoire du tatouage européen vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker d'un petit pouce en l'air ou si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Merci à tous et à bientôt.